Bienvenue à tous sur ce e-café que nous organisons avec l'INSEC, INSEC Université, qui est donc un grand mécène du Printemps de l'économie, qui soutient donc cet événement qui aura lieu donc en octobre prochain. On a le plaisir d'accueillir donc Jean-Marie Cardeba, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et professeur à l'INSEC également, spécialiste du vin, du marché du vin, auteur aussi donc pour tous d'emblée, je cite le repère 128 pages, l'économie du vin, qui est une référence en la matière et qui vous permettra d'aller plus loin, donc que vous trouverez sur toutes les bonnes librairies et autant sur les plateformes et les librairies. Il faut soutenir les librairies en ce moment. Voilà. Donc avec lui, on va parler de ce qui peut paraître comme d'abord un bien culturel ou qui a il y a beaucoup, on peut faire une sociologie du vin, une géographie du vin. On pourrait parler de Jean-Robert Pitt, par exemple, que j'ai lu à une époque, bien sûr. Mais ici, on va faire une économie du vin avec Jean-Marie, donc à travers le marché du vin en turbulence. Et donc l'idée, c'est en deux temps de tout d'abord en fait voir en quoi il y a un marché du vin qui se caractérise bien sûr par une offre de vin qu'on va voir assez différenciée, une demande de vin également qui a des déterminants particuliers, la formation du prix du vin, les institutions qui permettent à ce marché du vin et ses prix de se former. Et puis, dans un deuxième temps, Jean-Marie va développer le contexte actuel qui est particulier, puisqu'en fait, on a une crise sanitaire qui touche, on parle beaucoup de l'aéronautique, on parle beaucoup de l'automobile, mais l'économie du vin est également assez profondément touchée, et donc ça peut être intéressant de sonder les turbulences du marché du vin. Merci beaucoup, à vous Jean-Marie. Merci beaucoup Rémi, merci pour cette invitation. Voilà, donc les turbulences du marché du vin. Alors Rémi, vous avez à peu près tout dit effectivement, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important sur ce marché. C'est un marché dont on parle assez peu. On parle beaucoup du produit vin, on parle assez peu des aspects économiques, on parle assez peu du marché du vin. Et pourtant, c'est un marché qui est très significatif, d'un point de vue économique. Je ferai un point d'histoire, mais je vais peut-être commencer finalement par ce marché significatif. Je le dis ici, c'est 370 milliards de dollars environ l'an dernier de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, ce qui représente quelque chose d'assez important. C'est un chiffre qui a beaucoup gonflé ces dernières années et ces dernières décennies. Mais je crois qu'au-delà, il faut voir que pour certains pays, le secteur du vin est particulièrement important. Et la France fait clairement partie de ces pays pour lesquels le vin est un marché extrêmement important en termes de nombre d'emplois, en termes d'aménagement du territoire. Ce qui me paraît être un chiffre clé, c'est le nombre d'emplois créés dans les zones rurales, si vous voulez. Parce qu'effectivement, on a des grandes entreprises qui peuvent créer de l'emploi dans l'Île-de-France, autour de Paris, etc. Mais il n'y a aucun autre secteur que le vin qui crée des emplois dans les zones rurales, et ce, partout sur le territoire. Le vin en France, c'est aussi le deuxième secteur exportateur. Je vous le dis ici à l'oral, je ne l'ai pas dans le PowerPoint ensuite, mais deuxième secteur exportateur, ça génère environ 10 milliards d'excédents nets, c'est-à-dire juste derrière l'aéronautique. Lorsqu'on a chroniquement un déficit extérieur de l'ordre de 60 milliards en moyenne sur ces 10 dernières années, 10 milliards d'excédents nets, c'est énorme. Donc, on ne peut pas s'abstraire de l'étude de ce marché qui crée des emplois là où il n'y en a pas, qui crée beaucoup d'emplois parce que ça reste une industrie de main-d'œuvre, qui crée des emplois qui sont plutôt faiblement qualifiés, voire non qualifiés, ainsi que des emplois qualifiés aussi, bien sûr, mais qui a toutes les caractéristiques d'un secteur qui permet d'absorber une offre de travail qui est justement celle qui est souvent la plus précarisée. Donc, il a une importance clé, ce secteur, dans une économie comme la nôtre. Alors, le vin, c'est évidemment pas qu'un marché, c'est un bien culturel au sens où ça a une histoire. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres marchés finalement sur lesquels vous pouvez trouver des traces de commerce, de production industrielle, etc., qui datent de 8000 ans environ, 6000 ans avant Jésus-Christ, autour de la mer Noire, puis dans le bassin mésopotamien, en Grèce. C'est l'histoire des Romains aussi qui ont importé le vin ici chez nous en France, en Gaule à l'époque. C'est l'histoire des moines ensuite qui ont fait du vin parce que c'était le vin de Metz. Donc il y a une histoire qui est très riche. Je ne compte absolument pas la brosser, rassurez-vous, cette histoire. Il y a beaucoup de très beaux livres qui le font. Mais c'est un marché unique dans le sens où vous avez cet ancrage historique extrêmement ancien et extrêmement profond.
Et puis le vin, c'est plein de choses, si vous me passez cette expression. C'est plein de choses, c'est un marché pluriel, c'est un produit très protéiforme. Et c'est ça que je voudrais développer un petit peu dans ce panorama. Alors, le vin, c'est d'abord un bien agricole. Vous voyez, c'est ce qu'on va appeler en anglais une commodity. Une commodity dans le sens où, effectivement, comme le blé, finalement, comme des jus divers et variés, du jus de pomme, du jus d'orange, si on veut parler des boissons, on est vraiment sur quelque chose qui va être traité de façon extrêmement agricole, avec des grandes citernes de stockage, vous voyez ici sur cette photo, des camions, etc. etc. Donc c'est un bien agricole, ça paraît naturel, hein, ça pousse sur des pieds de vigne. Donc bien évidemment, on ne peut pas là non plus s'émanciper de cette dimension agricole, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce qu'à l'opposé du spectre, à l'opposé de ce que peut représenter un bien agricole, on a aussi le vin en tant que marqueur du luxe. Et lorsque vous voyez cette photo, vous voyez Pétrus par exemple, eh bien, Pétrus, c'est un des plus grands vins au monde. C'est dans l'appellation Pomerol, juste à l'est de Bordeaux. Voilà, on rentre dans un domaine qui intéresse beaucoup des compagnies, des entreprises comme LVMH, etc. Donc, on rentre vraiment dans les marqueurs du luxe, typiquement, avec tout ce que ça représente en termes d'affichage, en termes de marketing particulier, d'effets de club, vraiment de happy few et ce genre de choses. C'est également, et ça c'est un développement qui est très vif depuis quelques années, c'est également un bien artisanal finalement. Il y a un vent en poupe vraiment pour ce qu'on va appeler les vins de terroir, les vins de vigneron, les vins qui ont une signature, où vraiment on a un vigneron qui a d'une certaine façon une personnalité et qui exprime sa personnalité, ses convictions, son engagement, qu'il exprime à travers son vin. Ça peut être un engagement environnemental, ça peut être un engagement au-delà sur son terroir, du respect du terroir, etc. Donc vraiment utiliser des levures autochtones, le moins de traitement possible, pas d'ajout de sulfite dans les chais, etc. Donc vraiment cette signature qui révèle une personnalité. Donc un bien artisanal, clairement, on a aussi ça dans les bières, avec le boom des bières artisanales depuis une dizaine d'années déjà aux États-Unis, un peu plus récemment chez nous. Alors là aussi, on continue à explorer les différentes extrémités du spectre de ce que représente le vin. Donc un bien agricole, un bien de luxe, un bien artisanal, mais c'est aussi bien évidemment un bien industriel avec des grandes majors comme Gallo, la première entreprise du vin au monde, entreprise californienne. Vous voyez, ce genre de publicité, on sent qu'on est vraiment dans la tête de gondole, on est dans le supermarché, on n'est pas dans le vin artisanal, etc. On est sur des process extrêmement standardisés. Donc ça, c'est le vin industriel, le vin de marque, si vous préférez. Et puis, on a aussi, et ça c'est peut-être plus surprenant, peut-être que vous savez un petit peu moins, mais un vin qui va être coté en bourse, un vin qui devient un véritable actif financier, parce que le vin, du moins les vins fins, les vins premium, les vins de luxe si vous préférez, ont cette particularité, c'est qu'ils se gardent, ils ont une garde qui peut être assez longue, et du coup ça peut être extrêmement intéressant de les conserver c'est la définition même de la spéculation, on les conserve en espérant les revendre plus tard à un prix nettement plus élevé. Donc c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que ce marché est plutôt stable. On a fait des études là récemment avec l'Association des économistes européens du vin que je préside, justement pour dire finalement, est-ce que ça vaut le coup en temps de crise d'acheter du vin? Et la réponse est assez ambiguë en fait. Je ne rentrerai pas forcément dans la réponse aujourd'hui, sauf si vous me posez la question, mais c'est assez tendu aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il faut spéculer dans le vin ou pas. Ensuite, c'est un bien culturel, je l'ai dit, je repasse rapidement là-dessus parce que je vous ai déjà parlé de l'ancrage historique. Évidemment, ici, on a Jésus et les apôtres, donc qui nous rappellent l'histoire extrêmement, comment dirais-je, reliée entre le vin et la religion chrétienne, mais c'est un bien culturel aussi dans le sens des arts de vivre. Les arts de vivre, bien évidemment, parce que le vin est véritablement devenu une sorte de culture, si ce n'est de mode peut-être au départ, voire de culture aujourd'hui. Vraiment, on est dans les arts de vivre. C'est un bien culturel, comme les livres d'une certaine façon, comme le cinéma, parce qu'il y a des critiques, parce qu'on aime, on n'aime pas, on va s'écharper un petit peu. Vous voyez, vous connaissez peut-être cette émission, le Masque et la Plume, dimanche soir sur France Inter. On s'écharpera peut-être bientôt pour savoir si ce vin est bon ou pas, si on l'a aimé ou pas, etc., etc. Donc un bien culturel dans ce sens-là aussi. Et puis, et là
c'est presque pour moi que je le dis, mais clairement, le vin est un objet économique passionnant. Passionnant déjà parce qu'il a cette pluralité en lui. Et lorsque vous prenez 2 bouteilles de vin, vous pouvez avoir un écart incroyable de prix. Et j'aurais pu prendre un vin encore moins cher sur la photo et un vin encore plus cher. J'aurais pu prendre une Romanée Conti qui sort à 1500 ou 2000 euros la bouteille. Donc, c'est un bien ultra différencié et ça le rend extrêmement intéressant parce que derrière cette différenciation, il y a l'idée, mais est-ce que la différence de prix vraiment révèle une différence de qualité? Et là, on n'en sait rien finalement. On n'en sait rien parce que le vin est ce qu'on appelle un bien d'expérience. C'est-à-dire que tant que vous ne l'avez pas goûté, tant que vous n'avez pas débouché la bouteille, vous n'êtes pas capable de dire si le vin est bon ou pas. Donc, il y a une notion de confiance, une asymétrie d'information entre celui qui a fait le vin et celui qui va le boire, qui est extrêmement intéressante en économie. Le prix Nobel d'économie George Akerlof a fait toute sa carrière finalement sur ces asymétries d'information. Et puis, je rajoute, parce que c'est quand même un point important, c'est aussi un objet juridique absolument passionnant. Vous connaissez toutes les guerres qu'il peut y avoir autour de l'utilisation des noms comme champagne, par exemple. Il y a longtemps de ça, Yves Saint-Laurent avait été condamné pour un parfum qu'il avait appelé champagne, par exemple, et il avait dû retirer ce parfum, il avait dû payer une assez lourde amende, si je me souviens bien. Les Australiens essaient régulièrement de nous prendre le nom champagne pour leur sparkling, pour leur vin pétillant. Les Américains ont réussi à négocier des droits pour prendre ici ou là le nom château, le nom champagne, mais c'est toujours des bisbilles. Et en France même, dans le Bordelais par exemple, on s'écharpe assez régulièrement autour d'un lieu-dit pour savoir qui a le droit d'utiliser le nom de ce lieu-dit. Donc, juridiquement, il se passe plein de choses dans le monde du vin aussi. Alors, pardon, j'ai laissé ce slide qui était en anglais, excusez-moi. Concernant l'offre, Rémi l'a dit, hein, je vais vous faire un panorama ensuite, après cette image globale très, très structurée, l'offre d'un côté, la demande de l'autre côté, et puis tout ça va se rejoindre finalement lorsqu'on va aborder la question des turbulences. Concernant l'offre de vin, bah déjà, basiquement, si vous regardez le graphique qui est ici à droite, vous voyez que vous avez la dimension agricole qui apparaît. Alors, pourquoi est-ce que je dis que vous avez la dimension agricole? Tout simplement parce que vous voyez ces hauts et ces bas qui correspondent à des plus ou moins bonnes récoltes, effectivement. Donc, on peut avoir quand même des écarts extrêmement significatifs. Vous le voyez, par exemple, 2019 est une récolte plutôt sous la moyenne, alors que 2018 était une excellente récolte, 2017 était une récolte assez épouvantable, historiquement très faible. Donc, on a bien cette dimension agricole, on a un trend haussier, quand même une tendance haussière. Vous voyez la droite linéaire qui reflète cette tendance en pointillé. Donc, il y a globalement une augmentation de la production de vin en moyenne depuis 25 ans. Alors, malgré une baisse des surfaces, parce qu'on arrache beaucoup de vignes en Europe, finalement. L'Europe est très densément peuplée. L'Europe était sans doute en surproduction de vin à une époque, parce qu'on en consomme de moins en moins. Et du coup, on a arraché pas mal de vignes en Europe. Ce n'est qu'en partie compensé par la hausse des plantations dans le reste du monde. Mais dans le reste du monde, effectivement, là, on plante des vignes. Les rendements, eux, sont en hausse partout parce que les techniques modernes font que l'on arrive à obtenir de plus en plus de vin contre vents et marées, si je puis dire, c'est-à-dire quel que soit le temps qu'il fait. Donc la production mondiale augmente. La production mondiale, elle augmente aussi parce qu'il y a des changements profonds dans les conditions climatiques. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Si je vous parle de réchauffement climatique, je ne vais surprendre personne ici. Donc, on a une hausse du nombre de régions qui sont en capacité de planter des vignes. On estime globalement qu'il faut une température moyenne tout au long de l'année supérieure à 10 degrés, idéalement supérieure à 12 degrés pour effectivement faire croître des vignes dans des conditions correctes. C'est ainsi, par exemple, que depuis 10-15 ans, en Grande-Bretagne, dans le sud de l'Angleterre, on arrive à faire pousser des vignes, on arrive à faire des vins blancs pétillants, là aussi, dont on se plaît à dire au Royaume-Uni qu'ils concurrencent sans aucun problème les champagnes. Alors, vous voyez un petit peu cette barre entre 10 et 20 degrés Celsius que vous avez à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, qui vous permet d'obtenir du vin. Et vous voyez ici, coloré en bordeaux, les principales régions productrices.
Donc, du vin, on sait, avec les techniques modernes, de toute façon en produire ailleurs. On sait en produire en Scandinavie, on sait en produire dans des régions chinoises, soit quasiment subtropicales, soit au contraire extrêmement froides. Donc, ceci a beaucoup évolué et ceci rabat totalement les cartes, effectivement, de la production de vin, puisque quasiment tout le monde est capable de produire du vin aujourd'hui. Alors, ces évolutions nous ont valu différentes vagues d'émergence, que je vais appeler des vagues d'émergence. Vous voyez ici en orange sur le planisphère ce qu'on va appeler le Old World, donc le vieux monde ou l'ancien monde, c'est les pays européens, c'est le berceau du vin très exactement. Et puis on a vu en vert une première émergence. Alors, je sors la Chine et l'Inde de cette zone verte, en fait, pour dire, vous avez ce qu'on a appelé le New World, donc le nouveau monde du vin, ce sont les États-Unis, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais viennent se greffer à ce nouveau monde ce que certains ont appelé le nouveau monde, où vous allez voir des nouveaux concurrents apparaître. Et la Chine, typiquement, est arrivée depuis déjà pas mal d'années dans le top 10 des producteurs mondiaux de vin. Donc les Chinois, toujours, quand il s'agit de s'impliquer dans un secteur, ils le font très massivement. Ils ont massivement investi avec des universités dédiées à la culture du vin, etc. Donc, un compétiteur majeur dans les années à venir sur le marché du vin. Alors, la production mondiale a augmenté, je vous l'ai dit, mais si vous regardez un petit peu les différences entre ce nouveau monde et l'ancien monde, on voit clairement qu'il y a une théorie du rattrapage qui se met en place. Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est une théorie, mais d'un point de vue empirique, ça fonctionne. Vous avez ici en haut la tendance de la production depuis 25 ans à peu près de l'ancien monde, d'accord, le Old World. Donc, on voit que c'est une tendance baissière. Alors, c'est erratique, je l'ai dit, les récoltes sont plus ou moins bonnes, mais c'est une tendance baissière globalement. On produit de moins en moins de vin, on arrache des vignes, je vous l'ai dit, on produit moins, on essaye d'être un petit peu plus qualitatif aussi dans l'ancien monde, donc la production baisse. Et à contrario, dans le nouveau monde, vous voyez que régulièrement, ces tendances ne sont pas... les pentes ne sont pas extrêmement prononcées, les tendances ne sont pas fulgurantes, mais on voit bien qu'à un moment donné, nos deux droites linéaires, celle de l'ancien monde et celle du nouveau monde, vont se croiser. Alors certains disent c'est peut-être pas dans cette décennie, mais la prochaine. Nous verrons bien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le nouveau monde, lui, c'est la courbe la plus basse, a quand même un petit peu de mal à démarrer. Là, ça a baissé en 2019 parce que la Chine a fait une très mauvaise récolte, typiquement. Bien, si on s'intéresse un petit peu à l'Europe, lorsqu'on parle d'ancien monde et nouveau monde, les cartes sont un tout petit peu brouillées à présent parce qu'on a les plus anciens pays, ce qu'on pourrait appeler le Old World, c'est-à-dire ceux du pourtour de la mer Noire, vraiment le berceau du vin qui est en train de réémerger d'une certaine façon avec principalement un pays qui est extrêmement à la mode aujourd'hui, c'est la Géorgie. Et de façon générale, ce sont tous les pays du pourtour de la mer Noire. Donc, ça devient de véritables challengers. Les productions sont encore assez faibles, mais le succès d'estime est là. Et ils ont un marketing qui est parfait, qui est un marketing purement historique. Le vin, c'est nous, tout simplement. Le vin, il est né ici, dans une culture maîtrisée par les humains et dans le commerce. Donc, c'est quand même un beau marketing. Alors, ce qui caractérise la demande, ensuite, si je passe à la demande, je crois que ça va être peut-être encore plus marqué que pour l'offre qui s'internationalise. Clairement, l'offre s'est globalisée, on l'a dit, avec les 3 vagues d'émergence. Mais ce qui s'est internationalisé encore plus vivement, je dirais que c'est l'aspect demande. La demande de vin, vous le voyez ici, elle s'est surtout concentrée à l'extérieur de l'Europe. C'est-à-dire là aussi, historiquement, ce sont les Européens qui produisent et qui boivent du vin. C'est en train d'être complètement rebattu, ça aussi, puisque vous voyez qu'à peu près en 2006, 2005 même, les courbes se croisent, d'accord ? Et vous vous rendez compte qu'en Europe, la ligne rouge ici, qui a tendance à décliner, eh bien, depuis une quinzaine d'années environ, on consomme moins de vin que dans le reste du monde, alors que si vous regardez, ne serait-ce que 10 ans auparavant, en 1995, l'Europe consomme largement plus du double que ce qui se consommait ailleurs. Donc, il y a un boom de la consommation de vin dans le reste du monde, c'est ma ligne verte ici.
Et ça ne se dément pas, même si 2019 a été quand même une petite année en termes de consommation de vin, un petit peu partout dans le monde et surtout dans le reste du monde en fait. Donc, la demande de vin, la consommation de vin s'est déplacée de l'Europe vers le reste du monde et ce, beaucoup plus rapidement que l'offre de vin, ce qui est bien normal, c'est beaucoup plus mobile une demande qu'une offre où il faut planter, etc. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on vit une véritable révolution culturelle? Alors, une révolution culturelle, parce qu'il y a un changement de paradigmes nationaux, j'y reviendrai, mais parce qu'il y a aussi finalement une mode du vin. C'est vrai que c'est devenu très tendance de boire du vin. Alors, ça avait commencé aux États-Unis, où les femmes, c'était. Alors, les hommes ont dans un certain milieu culturel, ont toujours bu du vin rouge, mais les femmes se sont mises à boire du vin blanc, comme en Angleterre, par exemple, et ainsi de suite. Et puis, surtout, là où on peut vraiment parler peut-être de révolution culturelle, c'est en Asie. En Asie, qui était vraiment très absente du monde du vin, qui se sont mis, les Asiatiques, à consommer du vin. Alors, est-ce que c'est un simple phénomène de mode? Est-ce que c'est une véritable révolution culturelle? Ben, je serais en train de pencher aujourd'hui pour la révolution culturelle parce que je crois que l'ancrage du vin dans les sociétés asiatiques aujourd'hui devient réel et à tel point qu'ils se mettent à produire massivement. Pour moi, c'est le meilleur indice. Donc, il y a aussi une révolution culturelle dans le sens où, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans la gastronomie, hein, vous avez d'abord un produit qui était d'une certaine façon réservé à une certaine élite. Alors en Europe, il y avait le vin de base pour la consommation courante, mais sinon, dans le reste du monde, c'est vraiment une élite qui buvait du vin. Et aujourd'hui, c'est en train de se populariser. C'est en train de se populariser, exactement comme pour la gastronomie. On trouve là aussi des applications sur smartphone, etc., pour connaître le vin, pour avoir tout de suite des renseignements sur le vin, un petit peu sur le modèle de TripAdvisor ou ce genre de choses. Et puis, un changement de paradigme nationaux, parce que si vous regardez la moyenne de consommation dans les pays entre ce qui se passait dans les années 60 et ce qui se passe dans les années 2010, ben vous vous rendez compte typiquement que vous avez des changements qui sont assez importants. Si vous regardez le Royaume-Uni, 4% de la consommation d'alcool se portait sur le vin dans les années 60 et 81% sur la bière. Si vous regardez dans les début des années 2010, la consommation d'alcool se porte plus sur le vin que sur la bière. Au Royaume-Uni, on parle bien du Royaume-Uni, 41% pour le vin et 37% sur la bière. Donc, c'est assez prégnant, vraiment, comme tendance. Et si vous regardez l'Espagne, qui est l'autre pays pour lequel on a quelque chose d'assez spectaculaire, c'était 71% pour le vin, 9% pour la bière dans les années 60. Et c'est maintenant 22% pour le vin, 48% pour la bière. Donc, changement de paradigme nationaux. Les buveurs de bière sont des buveurs de vin, les buveurs de vin sont des buveurs de bière. Donc, on se croise. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a ces évolutions culturelles profondes. Bien. Alors, la révolution culturelle, elle se fait aussi parce qu'il y a une sociologie du buveur qui a largement évolué. Il y a bien évidemment quelque chose qui m'intéresse ici, c'est le rapport à la distance. Si vous regardez au XXe siècle, on consommait beaucoup de vins locaux. Alors, bien évidemment, plus on va repartir loin dans le XXe siècle, si on reprend dans les années 50, on buvait le vin de la coopérative à côté et on se déplaçait à pied pour aller l'acheter. Bien sûr, ce genre de choses a changé, mais on a continué à avoir quand même une approche. Les Français buvaient du vin français, ce qui est toujours assez vrai d'ailleurs, et ainsi de suite. Chacun buvait son propre vin. Je crois qu'au XXIe siècle, ce qui a profondément changé dans le marché du vin, c'est cette internationalisation de la demande, et on consomme des vins du monde entier. Certes, il existe toujours un biais local pour sa région productrice, mais on consomme des vins du monde entier. Et ça, c'est vraiment un point particulièrement important. Néanmoins, ce rapport à la distance, et j'en parlerai plutôt dans la partie, on va dire, turbulence, il est peut-être en train de changer avec un retour en arrière et avec un retour au local, mais j'en reparlerai. Le consommateur de vin, était d'origine européenne essentiellement. Maintenant, si vous prenez les statistiques mondiales sur la consommation de vin, et que vous faites le portrait robot du buveur du XXIe siècle, ce buveur est plutôt américain ou chinois. Il reste européen, bien évidemment, il va être allemand, il va être anglais, mais c'est clairement plus l'espagnol, c'est clairement beaucoup moins l'italien et le français. Alors, le buveur de vin était plutôt âgé, c'est maintenant nettement rajeuni, nettement féminisé aussi. Ça touche plus de classes sociales avec quand même un biais vers les CSP+.
Et puis, on a une extrême différenciation de vin. Donc, on ne peut plus dire que c'est plutôt ce type de vin qui est consommé plutôt qu'un autre. Il y a une très, très grande diversité à ce niveau-là. Et une fréquence de consommation qui a complètement changé parce qu'on est passé vraiment, les Européens, jadis, étaient dans une consommation qui était quotidienne. Et aujourd'hui, on est partout dans le monde plutôt sur une consommation occasionnelle. Et enfin, ce qui caractérise vraiment le marché du vin aujourd'hui, et c'est vraiment un point extrêmement important, c'est que on était peu informé sur le vin auparavant. Je vous ai dit, on consommait local, etc. On se posait peu de questions. Alors que maintenant, il y a une information avec Internet qui est là, qui est immédiate et qui est extrêmement fournie également sur le vin. Et lorsqu'on veut l'acheter, c'est très simple si vous avez un téléphone connecté. Alors, si on doit parler des turbulences, je le ferai sous deux angles. Il y a un premier angle qui concerne le commerce international. Je crois que c'est un des points les plus importants. La croissance du commerce, elle est là. Vous la voyez sur ce graphique, que ce soit en volume ou en valeur. Il croît plus vite en valeur. On échange des vins de plus en plus chers. Mais ce graphique est parlant depuis une bonne vingtaine d'années. C'est vraiment une croissance, si ce n'est exponentielle, elle est en tout cas bien pentue comme croissance linéaire. Alors, les principaux exportateurs et les importateurs, on les connaît. Le vieux monde, ça reste les principaux exportateurs. L'Espagne, l'Italie, la France en tête, si on parle de volume, mais en valeur, c'est de loin la France qui domine. Et les principaux importateurs, c'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine. Donc, ça se passe en dehors des grands producteurs de vin. Donc, ce commerce, on le voit ici sous un autre angle avec d'autres graphiques. On est sur des évolutions qui sont importantes. L'Espagne a eu une croissance extrêmement forte, mais vous voyez des nouveaux challengers, et c'est là-dessus que je voudrais me concentrer une seconde. Regardez des vins qui fonctionnent extrêmement bien aujourd'hui à l'export, avec un énorme succès, c'est véritablement le Chili, l'Australie, et dans une moindre mesure, la Nouvelle-Zélande qui a eu un taux de croissance absolument fabuleux en un peu plus de 20 ans sur le marché export. Donc voilà où sont nos challengers pour nous, vieux pays européens. Alors pourquoi est-ce qu'il est en péril ? Il est en péril, ce commerce, pour des événements assez récents finalement, et puis des événements qui sont structurels. Je commencerai par dire un mot des événements structurels. Il y a tout simplement une montée du protectionnisme qui est indéniable. Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis avec un programme qui était vraiment un programme nationaliste, protectionniste. Trump voulait briser ce déficit commercial qu'ont les États-Unis avec la Chine. Et puis, ça a donné un point de départ à cette résurgence du protectionnisme, même si elle est là depuis au moins une vingtaine d'années, cette résurgence du protectionnisme, qui est en fait une façon de lutter contre la mondialisation. Les premières manifestations antimondialistes, c'est 1999, Seattle. Moi, je fais démarrer là vraiment cette résurgence du protectionnisme. Dans le monde du vin, il y a un événement récent qui a fait énormément de mal au vin français notamment, mais pas simplement français. C'est la taxe Trump, le 18 octobre 2019, une taxe de 25%, un droit de douane de 25% sur les vins français, espagnols et allemands, parce que ces trois pays ont accordé des subventions à Airbus, et donc c'est le vin victime collatérale du conflit Boeing-Airbus sur les subventions. Autre point qui risque d'être très très douloureux pour le secteur du vin, c'est le Brexit qui s'annonce difficile, qui s'annonce dur, vous en avez forcément entendu parler. Donc là aussi, ça va être compliqué. Et puis l'Europe a un problème par rapport à ses principaux concurrents, c'est cette espèce d'incapacité à aller signer des accords bilatéraux, puisque le libre-échange, d'une certaine façon, certains ont acté qu'il était mort et ont cessé de croire au multilatéralisme et se sont dit on va faire du bilatéralisme, donc on va négocier des accords commerciaux au cas par cas. Et les Chiliens, les Australiens par exemple, vous voyez ces deux fameux concurrents dont j'ai parlé auparavant, ont signé et sont en train encore de signer au cas par cas avec certains pays, et notamment avec la Chine c'est fait, des accords commerciaux pour faire entrer leur vin sans droit de douane sur ces marchés-là, là où nous on a des droits de douane importants. Donc sur les principaux marchés, ces deux pays, Australie, Chili, rentrent sans droit de douane. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Pourquoi ce commerce international est en péril ? Pour les points que je viens d'indiquer, mais la période de crise qui se profile et dans laquelle on est déjà est bien évidemment propice aussi aux réflexes nationalistes. Donc, le pire est à craindre. Et ça pourrait bien favoriser
un basculement entre l'ancien monde qui est plus vulnérable que le nouveau monde finalement, qui a su ouvrir de nouveaux débouchés. Enfin, et je terminerai là-dessus, il y a cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire, alors j'aurais pu faire 30 minutes sur la crise sanitaire et montrer des statistiques absolument épouvantables. Je ne l'ai pas fait parce qu'il est trop tôt. Il est vraiment trop tôt pour dire finalement est-ce qu'on va aller vers un effondrement du marché à cause du Covid-19. Techniquement, le marché s'est arrêté, hein, littéralement, comme la vie économique s'est arrêtée d'une certaine façon pendant le confinement dans la plupart des pays, vous le savez. Les exportations se sont effondrées d'un coup de 100% parfois, hein, ou 80-90%. Les ventes se sont effondrées dans bien des canaux. Avec l'association européenne ici, on a fait véritablement une enquête assez approfondie dans plusieurs pays européens sur le comportement de consommation et le comportement d'achat des consommateurs de vin pendant le confinement. Bon, vraiment, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'il y a des choses qui nous permettent d'être un tout petit peu optimistes. Certes, les ventes se sont effondrées, sauf dans le e-commerce, bien sûr, mais ça n'a pas non plus été ce que j'appelle une amazonisation du vin, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas tous mis à acheter énormément de vin sur Internet. Non, on est bien loin d'avoir compensé les canaux traditionnels. En revanche, on se rend compte que malgré tout, pendant le confinement, les Européens ont consommé plus de vin parce qu'ils avaient des stocks, parce qu'il y a une culture quand même de la cave personnelle, ou si c'était une vraie cave enfouie sous terre, c'est au moins quelques bouteilles dans la cuisine. Et on a consommé plus parce qu'on a vidé nos stocks tout simplement. Donc on peut se dire qu'il y aura un rebond dans les ventes de vin, un rebond technique parce qu'il va bien falloir reconstituer les stocks. Néanmoins, il ne faut pas être non plus démesurément optimiste dans la mesure où le vin est très sensible aux revenus. Les revenus baissent. Vous pouvez aller sur le site du FMI qui a mis à jour ses dernières prévisions ou sur le site de l'OCDE qui a mis à jour ses dernières prévisions de croissance. Clairement, les PIB se contractent très fortement partout dans le monde, donc les revenus baissent. Et le vin a une élasticité revenu qui est assez importante. Et du coup, il faut s'attendre quand même à des baisses de l'ordre de peut-être 20 à 30% sur le marché du vin, ce qui est considérable, bien évidemment. Alors, ce n'est pas un véritable effondrement, c'est une contraction sévère, je dirais. Et c'est une contraction sévère qui va s'accompagner, évidemment, si la demande baisse, d'une baisse de prix très importante. Et c'est là qu'on a les autorités publiques qui doivent rentrer en jeu avec des systèmes d'aide. Donc, on va prendre le surplus actuel, parce que là, on arrive dans la période où il faut vider les cuves, parce que la prochaine vendange arrive dès la fin du mois d'août et courant septembre. Donc, il va falloir vider les cuves. Qu'est-ce qu'on fait de ce vin qu'on n'a pas pu vendre et qu'on ne pense pas pouvoir vendre cette année, si ce n'est à le brader de façon invraisemblable et de casser le marché? Donc, on va faire du gel hydroalcoolique et on a un véritable plan de distillation pour faire de l'alcool avec ce vin. Alors, pour faire du gel, pas seulement, pour faire de l'alcool pur de façon générale. Mais voilà, on a ce plan, mais évidemment, ce ne sera pas au même prix que le vin. Donc, une période de forte turbulence s'annonce, effectivement, et pour tous les vins, puisque que ce soit les vins fins, vous voyez, les primeurs bordelais, là aussi, on est sur des baisses de l'ordre de 20 à 30% de prix pour des vins qui sont pourtant des vins de luxe. Voilà, je vous remercie et puis je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jean-Marie. Voilà, donc c'était très clair. Donc, on a énormément de questions. Je pose une première question qui est en lien un petit peu avec la fin de l'exposé. Est-ce qu'il y a une évolution des comportements de stockage? Donc, on voit sur le très court terme, là, il y a eu du déstockage. Mais est-ce que la durée de garde, par exemple, a augmenté ou baissé? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Non, c'est vrai qu'on n'a pas posé de questions sur finalement la gestion du stock d'une certaine façon, donc sur le temps pendant lequel on conservait les bouteilles. On aurait pu aussi poser des questions sur le type de conservation, etc., etc. Mais on n'a pas de questions là-dessus, de réponse là-dessus. En revanche, on voit bien sur les types de logements, suivant que vous êtes urbain ou que vous êtes en maison, plutôt périurbain, vous avez tendance à avoir des stocks plus importants et effectivement à avoir, qui dit stock plus important, dit temps de garde par définition, temps de garde plus long. Donc, on peut répondre par ce biais-là, par l'importance du stock. Ça se fait beaucoup moins qu'avant, malgré tout, de garder des bouteilles très très longtemps. C'est vrai que c'est un comportement qui
qui est à la fois très français. Les gardes longues, c'est très français quand même, parce que la garde longue, c'est surtout le Bordeaux, plus que d'autres vignobles. Donc, il y a un caractère très français, mais on s'est aperçu que, mine de rien, en douce, le consommateur européen, même espagnol, portugais, italien, etc., gardait quand même un volant de vin assez important chez lui. Donc, après, il est peut-être mal conservé, hein, ça, c'est encore autre chose. Alors, une question impertinente de Perrine Landon. Donc, on a dit que le vin était un bien de luxe, donc peut-être aussi il y a une forme de consommation ostentatoire du vin. Mais est-ce que c'est aussi un bien d'addiction? Alors ça, bien sûr. Alors il y a toujours l'aspect sanitaire lorsqu'on parle de l'alcool, hein. Donc, bah oui, évidemment que c'est aussi un bien d'addiction. Ça, je crois qu'il faut surtout pas se voiler la face à ce niveau-là. On l'a montré d'ailleurs, hein, avec l'étude européenne. Notre étude a été relayée par le site d'information The Conversation et ils ont choisi comme angle d'attaque celui de l'addiction, justement. Alors, j'ai donné mon accord pour ça, mais je leur ai dit quand même c'est un tout petit peu tendancieux de le présenter comme ça, mais ça existe. Nous, on a quand même été assez, comment dirais-je, assez désagréablement surpris d'une certaine façon de voir que pendant le confinement, la fréquence de consommation, alors pas simplement de vin, d'alcool, puisque ça concerne aussi la bière et les spiritueux, ce qu'on a fait a quand même particulièrement augmenté pour les hommes seuls, pour les bas revenus et pour les hommes seuls et au chômage. Donc, clairement, mais ça a été énormément relayé dans la presse, hein, que ce soit pour les alcools, que ce soit pour le cannabis aussi. Il y a eu des formes d'addiction diverses et variées qui sont apparues et que le confinement pourrait renforcer. Mais l'addiction à l'alcool, enfin, je veux dire, l'alcoolisme, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et le vin en fait partie, bien évidemment. Alors, compte tenu, donc, on a mentionné les asymétries d'information, donc chères à Karloff notamment. Comment lutter contre les mécanismes de sélection adverse qui peuvent avoir lieu sur le marché du vin, compte tenu de l'incertitude sur la qualité? On dit que c'est un bien d'expérience également. Et quelles stratégies en fait mettent en œuvre les entreprises pour susciter l'achat de vins plus onéreux? Puisque on voit d'ailleurs dans le commerce mondial, on voit ces deux cours, on voit qu'en fait les volumes ont moins augmenté que la valeur, et donc il y a une question de prix en fait. Et, donc, comment susciter ce désir d'acheter un vin plus cher et peut-être plus qualitatif? Alors, vaste question. Il y a deux parties dans votre question. La première partie, c'est finalement comment réduire l'asymétrie d'information. Eh bien, comme sur la plupart des biens d'expérience dont on ne connaît pas la qualité avant de l'avoir consommé, vous avez un marché parallèle qui va venir se nourrir du marché principal. Donc, le marché principal, c'est le vin. Le marché parallèle, c'est celui de l'information sur le vin, en fait. Vous allez avoir des gens, des critiques. Vraiment, je fais le parallèle avec la littérature. Un roman, tant que vous ne l'avez pas lu, vous ne savez pas s'il va vous plaire ou non, finalement. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va le lire pour vous, dont c'est le métier finalement, et qui va vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien parce que si, c'est pas bien parce que ça, etc. On a la même chose pour le vin. Donc, on a un marché qui est un marché assez conséquent de critiques. Donc, il y a les grands critiques. Il y avait une superstar qui s'est retiré du marché, c'était Robert Parker. Donc, on appelait le gourou du vin. Donc, c'est lui justement qui a impacté fortement le prix. C'est pour ça que je parle de lui, parce que ce monsieur a quand même très très fortement impacté le prix et a fait beaucoup pour la renommée de Bordeaux aux États-Unis. Donc vous avez des super critiques comme ça, et puis vous avez également des magazines, vous avez le Guide Hachette en France qui est bien connu par exemple, vous avez tout un tas comment dirais-je, de vecteurs d'information sur le vin. La grande révolution, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un petit peu en filigrane dans mon propos, c'est Internet où vous avez du peer-to-peer. C'est-à-dire que les consommateurs parlent aux consommateurs, on est le 18 juin, les consommateurs parlent aux consommateurs et effectivement, je me sens seul avec ma blague sur De Gaulle là, mais c'est pas grave. Très bon. Vous savez, les Français parlent aux Français, mais bon. On est toujours un peu seul. Je suis habitué, les profs font toujours des blagues que les étudiants regardent avec des grands yeux désespérés et ça tombe totalement à plat, vous connaissez ça. Donc, quoi qu'il en soit, les consommateurs parlent aux consommateurs, disais-je, j'insiste en plus.
dans le sens où vous avez effectivement ces vecteurs numériques qui permettent de dire tout de suite, vous avez consommé un vin, vous le prenez en photo, ça part sur les réseaux sociaux, ça part sur les applis spécialisées comme Vivino, et vous faites un rating avec les étoiles, vous savez, ces fameuses étoiles, comme sur TripAdvisor, comme sur Booking, etc., etc. Booking, ce n'est pas les étoiles en l'occurrence, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est le consommateur aujourd'hui qui va donner de l'information aux autres consommateurs, qui va réduire l'asymétrie d'information. Ça, c'est un mécanisme clé et c'est en train, mine de rien, de révolutionner le marché du vin parce que toutes ces applications qui vous permettent de donner de l'information se sont dit, et je pense notamment à Vivino, plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, ben tiens, vous avez aimé ce vin, ben maintenant, vous pouvez l'acheter directement en 2 clics. Et c'est en train de zapper toute la chaîne logistique habituelle des négociants, des grossistes, des importateurs, des marchands, des ceci, des cela. Donc là, il y a une petite révolution qui s'opère et c'est une des turbulences. Hein, la révolution numérique pardon, est une des turbulences du marché du vin aujourd'hui. Alors ça, c'était pour répondre à la première partie de votre question. Comment susciter le plaisir et ce que les Anglais appellent le willingness to pay, et évidemment, alors que je suis nul en anglais, mais ça ne me vient plus en français, le consentement à payer. Le consentement à payer, merci. Comment susciter ce consentement à payer, effectivement là, on entre véritablement dans le marketing, mais vous savez, le premier signal de qualité dans un bien sur lequel il y a une asymétrie d'information, c'est le prix. Et on va s'attacher d'abord au prix en se disant, vous savez, il y a plus de 2000 appellations dans le monde, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de marques différentes. À un moment donné, vous ne pouvez pas connaître tout ça, tous les vins ne sont pas référencés, même sur Internet, etc., etc. Donc, il va falloir trouver un vecteur d'information quand vous voyez le vin sur l'étiquette. Et le premier, c'est le prix. Donc, si les prix augmentent, mine de rien, c'est non seulement, bien évidemment, pour des raisons techniques, parce que la qualité a augmenté, la qualité moyenne et la technologie moyenne embarquée dans le vin, si vous me passez l'expression, a augmenté. Néanmoins, aussi, il y a un aspect purement marketing. Je mets un prix plus élevé pour envoyer un signal positif de qualité, parce que ceux qui achètent du vin aujourd'hui, ça reste encore, et peut-être plus qu'hier finalement, des CSP+, donc je leur envoie ce signal de qualité en augmentant le prix. Donc c'est le chat qui se mord la queue, j'augmente le prix pour amener les gens à acheter plus cher. C'est tautologique, mais ça marche plutôt bien finalement. Donc on voit ici aussi que la consommation de vin fait jouer des mécanismes de consommation ostentatoire, un petit peu. Cette consommation ostentatoire, donc elle peut porter sur le fait de consommer des vins, d'être fier, d'avoir une bonne bouteille, etc., etc. Mais est-ce qu'elle met en œuvre aussi des valeurs? On voit aussi le vin bio qui se développe, la consommation de vin bio, donc qui est aussi chargée de valeurs de protection de l'environnement, etc. Aussi la modération dans la consommation qu'on a, etc., qui peut permettre de mettre en scène le fait qu'on a une consommation plutôt saine. Est-ce que les valeurs jouent un rôle également aussi dans la consommation de vin? Oui, c'est même le rôle principal aujourd'hui. Si vous regardez le marché français, il décline globalement, alors de façon relativement douce. C'est un déclin de l'ordre de 1 à 2 points par an. Enfin, c'est même plutôt 1 point par an. Mais alors, petit à petit, hein, sur le long terme, on voit bien la pente depuis l'après-guerre, vraiment. La baisse de la consommation est quand même très, très frappante, donc avec un déclin qui est lent, mais qui finit par donner des tendances très lourdes après quelques décennies, bien évidemment. En revanche, vous avez un segment qui augmente fortement, c'est le segment bio. C'est plus de 20% de croissance par an depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, si vous voulez vendre du vin aujourd'hui, passez au bio. Vous voyez, si j'étais très caricatural dans mon message, clairement, c'est le message que j'enverrai. C'est le segment qui est en train de monter, celui justement de vignerons engagés. Je l'ai dit un petit peu dans mon préambule, ce fameux vigneron engagé qui défend des valeurs, mais qui sont des valeurs qui vont au-delà du bio, qui sont celles de vraiment d'essayer d'extraire un terroir à travers son vin, d'extraire une terre. Donc, de respecter à travers les cépages, on va de plus en plus vers les cépages historiques, les cépages
ancestraux. Donc, on va faire revivre des vieux cépages. On va prendre les levures. Vous savez, pour faire la fermentation du vin, il faut des levures. Et on a plein de levures de synthèse, etc., que vous fournissent les laboratoires. Aujourd'hui, on va vraiment chercher, faire des prélèvements sur la vigne elle-même, prendre des levures qu'on dit autochtones. Vraiment pour rester sur cette idée de on fait un produit qui parle de nous, on fait un produit de chez nous, véritablement. On fait un produit authentique. C'est vraiment ce caractère authentique. Les marques de luxe, je citais la Romanée Conti, typiquement la Romanée Conti est totalement et depuis très longtemps, depuis au moins 40 ans, dans cette idée-là. Parce que l'authenticité, c'est un des marqueurs du luxe, extrêmement important. Et aujourd'hui, pas besoin d'être dans le luxe pour avoir de l'authenticité. Au contraire, l'authenticité, c'est respecter la nature, c'est pas mettre des pesticides, c'est pas mettre du soufre dans les chais, etc. Donc forcément, cette authenticité, ça dépasse le bio, mais ça comprend le bio, ça absorbe le bio, si vous voulez. Donc, mais ça va au-delà encore. Et c'est ça qui fait vendre. Clairement, c'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Et il y a un consentement à payer sur ces vins-là, sur les vins de caractère, les vins de vignerons, les gens qui tentent des choses. Vous savez, c'est extrêmement subjectif la qualité du vin. Donc, à un moment donné, vous allez aimer quoi? Vous allez aimer une histoire autant qu'un goût, d'une certaine façon. Vous allez aimer celui qui vous raconte une histoire. Et le goût est là, il va vous plaire parce que l'histoire vous a plu d'une certaine façon. Je ne veux pas dire que ces gens-là ne font pas du bon vin, mais je veux dire qu'on est tellement subjectif et ça a été prouvé. Hein. Vous savez, je travaille ici à l'Institut scientifique de la vigne et du vin. Il y a des neurologues qui travaillent avec nous et qui ont très bien montré que les conditions de dégustation impactaient énormément sur ce que vous pensez du vin. Et vous pouvez déguster un très bon vin dans de mauvaises conditions, vous allez le trouver mauvais, et un mauvais vin dans de bonnes conditions, vous allez le trouver bon. Je schématise, je caricature, bien sûr, mais globalement, c'est ce qu'on montre. Et là, vraiment, grands échantillons à l'appui, et y compris pour des œnologues. Hein. Il y a toute quantité d'œnologues qui se font avoir dans ces conditions-là. J'arrive un peu sur le commerce international, cette partie de votre présentation. On voit qu'il y a un accroissement de la distance, en gros, entre les lieux de consommation, les lieux de production. Et il y a quelque part une séparation qui se fait dans nos pays, par exemple, qui étaient des pays de production, deviennent moins des pays de consommation. Est-ce que cette séparation, cette distinction peut remettre en question le rôle de l'Europe comme grand pays producteur à très long terme? Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on anticipe. On avait fait un papier avec quelques collègues qui étaient vraiment sur la théorie du rattrapage, effectivement. Tout simplement, ça nous renvoie, alors si vous avez des étudiants de prépa qui sont là, ça leur évoquera peut-être quelque chose. C'est une théorie, c'est pas celle qu'on met la plus en avant dans le commerce international, c'est la fameuse théorie de Linder, finalement, dont un pan de la théorie de Linder. Linder a dit beaucoup de choses, mais comment dirais-je, un pan de sa théorie consiste à dire finalement l'avantage comparatif vient souvent de la dynamique de la demande sur son propre marché. Et il va se créer parce que s'il y a une demande sur son marché, il y a forcément des gens qui vont se dire il faut la capter, cette demande. Donc, on va investir massivement dans ce secteur et on va nous aussi proposer une offre face à cette demande. Et c'est typiquement ce qui se passe en Chine. C'est ce qu'on est en train de regarder en Chine aujourd'hui. Il y a une demande qui s'est affirmée en Chine. Les Chinois n'ont pas mis très longtemps, on les connaît, on connaît leur capacité de réaction. Les Chinois ont investi massivement, mais quand je dis massivement, c'est vraiment massivement. J'étais l'année dernière à Shanghai où j'ai visité l'université d'agronomie. C'est un truc absolument fabuleux. Quand je vois toutes les expériences qu'ils mènent, tout ce qu'ils font, enfin voilà, c'est à la chinoise, donc c'est tout de suite pharaonique. Et ils sont déjà dans le top 10 des producteurs, je le disais tout à l'heure. Mais ce que font les Chinois aujourd'hui, les Américains l'ont fait auparavant. Les Américains qui ont beaucoup importé et qui continuent à beaucoup importer de vins français, etc., et notamment de vins de Bordeaux, se sont dit on va faire notre propre Bordeaux. Et donc, vous avez ce qu'ils appellent des Bordeaux blends, donc des mélanges Merlot-Cabernet, quasiment dans tous les États américains, en fait. Hein. Vous en avez aussi bien au nord de l'État de New York que dans le New Jersey, si on reste dans la zone, que, évidemment, en Californie. La Californie est née d'une forte demande de vin, et en se disant on va faire notre propre vin, on a des bonnes conditions. Donc oui, je crois véritablement que cette demande, si on regarde aujourd'hui les dynamiques de la demande, je pense qu'on a les grands producteurs de demain. Et je crois que les États-Unis et la Chine seront les grands producteurs de demain et peut-être ceux qui domineront le marché international demain. J'y crois véritablement.
Donc on a un marché qui est international, on voit bien, mais c'est un marché aussi qui s'est construit sur des décennies, voire des siècles, avec des institutions nationales comme les appellations d'origine contrôlée, comme par exemple les grands crus, si ma mémoire est bonne, 1855, c'est ça, dans le Bordelais. Quelle est la place en fait pour ces institutions actuellement dans le fonctionnement du marché du vin? Donc il y a des institutions nationales comme par exemple nos appellations d'origine contrôlée ou ces classements de grands crus dans le Bordeaux. Et en même temps, donc, quelle est la reconnaissance internationale de ces institutions en fait, sur le marché? Alors, il y a deux choses. Il y a un monde qui est à part, c'est celui des grands crus. Donc, les grands crus, effectivement, c'est un marqueur de luxe, hein, je le répète, et ceux-là sont bien connus, ou en tout cas connus par les gens qui ont de l'argent. Donc, c'est ce qui compte pour eux, les autres, ça les intéresse moins. Donc, effectivement, ils se situent dans une autre dimension. Vraiment, là, on est sur le luxe, etc. Ce n'est pas des vins que l'on retrouve en supermarché, ce n'est pas des vins qui s'adressent aux consommateurs lambda, c'est des vins qui sont distribués dans des canaux de distribution donc qui sont assez spécifiques. Lorsqu'on est un grand cru, il faut absolument être dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, il faut être dans les corners d'aéroports, il faut être à Hong Kong, dans toutes ces boutiques de luxe que vous avez à chaque coin d'immeuble, etc. etc. Il faut être distribué en primeur, donc il faut être prévendu, etc. etc. Donc ça, c'est un monde à part et ces marqueurs-là, ils sont bien connus et c'est vrai que cette histoire, ce fameux classement de 1855, qui a une histoire vraiment très particulière, hein, cette histoire sert la France. La France, alors c'est peut-être la Géorgie, le berceau du vin, mais la France, c'est vraiment le vin de luxe par excellence. C'est bien connu. Le nom Bordeaux en soi fait un parallèle avec le luxe qui est assez immédiat partout dans le monde. Donc ça, c'est une chose qui est quand même acquise et qui sera difficile à déboulonner d'une certaine façon pour nos concurrents. Donc, marqueur de luxe. Ensuite, on a la question des appellations d'origine. Alors, la question des appellations d'origine, je suis beaucoup plus nuancé là-dessus parce que on y est extrêmement attaché en France. Les viticulteurs, ils sont extrêmement attachés. Et moi, je prétends qu'il y en a beaucoup trop. Je prétends que ça brouille totalement le message que l'on envoie aux consommateurs avec une demande qui s'est internationalisée et avec des gens qui ne comprennent absolument pas ces noms de villages complètement ésotériques pour eux, imprononçables et tout ce que vous voulez. Et ça manque de lisibilité. Pour le consommateur international, mais c'est vrai aussi pour le consommateur français. Et là, on a mené une étude statistique assez importante il y a 4-5 ans de ça, justement. Finalement, on dit, tiens, voyons, on va prendre les vins d'appellation et on va regarder les substitutions que l'on peut noter sur le marché. Les substitutions, on regarde tout simplement les évolutions de long terme des prix. Et si les prix sont très substituables, c'est-à-dire si lorsqu'un prix d'une appellation évolue de 1%, si le prix d'appellation juste à côté évolue quasi immédiatement de 1% aussi, ça veut dire que les biens sont très substituables et que l'augmentation du prix du premier a fait que la demande s'est reportée sur l'autre et a fait augmenter le prix pour le second. Donc, ces évolutions très corrélées des prix nous disent qu'il y a des substituabilités. Et lorsqu'on a fait ça pour la région bordelaise, il y a quand même 57 appellations rien que dans la région bordelaise, on s'est aperçu finalement qu'il y avait une substitution sur des bases sémantiques. Le consommateur fait une substitution sémantique dans le sens où, lorsqu'il voit un code de Bordeaux, un code de Blaye, un code de Bourg, etc., il y a le mot côte et que pour lui, finalement, c'est peu ou prou la même chose. Lorsque vous avez un Montagne Saint-Émilion, un Lussac Saint-Émilion, un Saint-Émilion, etc., c'est substituable. Le consommateur ne fait pas la différence. Et je pense qu'il faut jouer sur des termes clés. Bien sûr, si on parle de Saint-Émilion, c'est Saint-Émilion qui va être vraiment important. Et il ne faut pas brouiller à ce point les messages. Donc, sur le système des appellations, il en faut. Et le Nouveau Monde est en train d'évoluer vers un système d'appellation, mais beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins contraignant, parce qu'en plus, en France, c'est terriblement contraignant, ces appellations. Ça va jusqu'à vous dire l'écartement que vous devez avoir entre 2 pieds de vigne, votre rendement, etc., etc. Évidemment, les cépages que vous avez le droit de planter et pas le droit de planter. Et donc, c'est quand même un conservatisme qui peut être assez pesant pour les producteurs qui parfois préfèrent tout simplement ne pas les respecter.
D'ailleurs, une partie du marché du bio, enfin, vous me corrigerez, échappe aux appellations justement parce que les contraintes sont très fortes et donc ça suscite des tensions, parfois même juridiques. Voilà. Il y a deux dernières questions peut-être parce que donc il y a une question sur l'effet des politiques de santé puisqu'on sait donc on a parlé un bien d'addiction. Quel est l'effet des politiques de santé sur le marché du vin en particulier? Est-ce que c'est un produit qui est plus taxé que d'autres ou est-ce qu'il y a des normes qui s'y appliquent particulièrement? Alors, c'est un produit qui est très taxé. Les alcools, de façon générale, sont très taxés. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai dans la plupart des autres pays. Euh, Vous savez, si on regarde des taxes, les pays anglo-saxons, il y a souvent beaucoup de pragmatisme chez les anglo-saxons, se disent, c'est quelque chose qui est apparu notamment en Australie, on devrait taxer moins le vin parce que le vin est un alcool peut-être parmi les moins addictifs, en tout cas par rapport aux spiritueux notamment, par rapport aux alcools forts. Le vin, c'est pas sur le vin qu'on trouve ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, le binge drinking, vous savez, c'est une espèce de souderie des jeunes absolument monumentale. Ça se fait pas au vin, ça se fait souvent à la bière ou aux spiritueux, les fameux shooters, etc. Donc, certains disent peut-être qu'il faut taxer les alcools parce que c'est un bien d'addiction, aucun problème avec cette idée-là. Est-ce qu'on doit taxer tous les alcools de la même façon? Ça, c'est une autre question. Et beaucoup de voix s'élèvent pour dire peut-être que le vin, encore une fois, hein, moi je ne suis pas là pour défendre le secteur du vin, en aucune façon, mais le vin a peut-être un caractère un peu plus mesuré, un petit peu plus plaisir, un petit peu plus occasionnel, qui fait qu'on pourrait imaginer le taxer un petit peu moins. Aujourd'hui, ça reste un alcool qui est extrêmement taxé comme tous les autres alcools. Euh, voilà, je n'ai pas forcément envie d'aller vers ce débat, il faut moins taxer, il faut plus se taxer. Je dis simplement ce que disent les études économiques. En termes de bien-être social, c'est-à-dire en termes d'accidents, d'addictologie, etc., il y aurait sans doute un intérêt à taxer moins le vin et plus les autres alcools. Voilà ce que je dis. Ça s'arrête là, mais les politiques de santé, bien évidemment, pèsent lourd sur le vin. Si on renforce la taxation au nom de l'hygiénisme, oui, ça va peser lourd sur ce secteur. Vous savez, il y a un peu plus d'un an de ça, j'avais fait une tribune dans Le Monde en disant, parce qu'il y avait un grand débat, parce que The Lancet avait dit, attention, le vin génère 27 maladies, toutes létales, etc. J'ai dit oui, bien sûr, et les sodas aussi, et tout un tas de choses également. Enfin, voilà. Donc, regardons ça, regardons les problématiques sociétales que pose le vin, regardons aussi les avantages. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, hein, la crise du Covid est excellente pour se rappeler une chose. Si les problèmes de santé peuvent tuer par nature, mais les problèmes économiques peuvent tuer aussi, au moins aussi sûrement. Et il sera intéressant de voir combien de personnes aura tué cette crise économique en termes de suicide, en termes justement de montée des addictions, en termes de tout un tas de choses. On sait hein, quels sont les vecteurs à travers lesquels une crise économique tue, à travers la précarité, etc. Donc, à un moment donné, il faut faire la balance, honnêtement, avec des études solides, avec des consensus à trouver sur ce que coûte sociétalement un produit et sur ce qu'il rapporte. Moi, je prétends que sur le vin, quand on regarde le nombre d'emplois que ça draine et où sont ces emplois, c'est ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure, et quelle catégorie il touche, je pense que cette balance, personne ne l'a faite, hein, cette étude, donc c'est de la subjectivité, mais je pense que la balance, elle n'est pas forcément aussi défavorable que ça. Et il faudrait à un moment donné se mettre des moyens pour effectuer cette balance. Alors, j'ai une toute dernière question, juste pour aborder l'aspect financier que vous avez abordé dans votre présentation. Vous avez dit donc parfois c'est un placement spéculatif. Bon, on ne va pas répondre à la question de savoir s'il faut tout de suite acheter plutôt du vin que des actions, puisqu'on sait qu'il y a des turbulences encore plus fortes sur les marchés financiers. Est-ce qu'à long terme, ça a été mesuré, la rentabilité, le rendement comparé d'un placement en vin et en actions ou en obligations d'État, par exemple? Oui, ça a été comparé donc sur les périodes relativement récentes, sur les 20 dernières années par exemple. Ça a été comparé, il y a une étude très très solide d'ailleurs qui a été faite sur 100 ans. Vous voyez, donc ils sont vraiment remontés sur le début du XXe siècle à aujourd'hui. Clairement, ce qu'il apparaît, si j'essaye en une phrase, de vous faire une synthèse de toutes ces études, c'est de dire que le vin a un rendement de père de famille, on va dire. Donc, ce n'est pas un rendement, ce n'est pas du waouh.
Mais c'est un rendement assez honnête, c'est du rendement comparable à celui des obligations, etc. Mais surtout, c'est un rendement qui est sûr, c'est-à-dire qu'on n'a pas une variance extrêmement élevée, on n'a pas des mouvements erratiques sur le vin, on a quelque chose qui est assez stable avec un rendement net qui est qui est de l'ordre de 3-4% annuel. Donc, c'est plutôt bien en ce moment, d'ailleurs, par rapport au rendement obligataire actuel. Mais ça va être moindre que le rendement des actions à long terme, qui, malgré les crises fréquentes, malgré les coups d'arrêt des marchés financiers, etc., si vous regardez sur le long terme, les actions ont plus augmenté que le vin. Ça, c'est clair. Alors, ça ne reste pas un actif dans lequel je mettrai toutes mes économies, mais effectivement, diversifier un peu pour ceux qui ont un portefeuille d'actions, se dire je vais en vendre et puis je vais acheter du vin pour finalement mieux diversifier mon risque, ça marche bien. Ça, toutes les études de portefeuille qui ont été faites, je vous dis, votre portefeuille a un meilleur couple rendement-risque lorsque vous mettez du vin dedans, si je puis dire. Et puis, ce que j'ai coutume de dire, le vin, au moins, vous pouvez le boire. Donc, pour soigner les maux de la perte de vos actions qui, elles, peuvent disparaître purement et simplement. Voilà. Bon merci beaucoup. J'allais le dire, j'allais rebondir comme ça à la fin, mais vous m'avez anticipé. En tout cas, c'était très très riche. Donc, je m'excuse pour certaines questions qu'on n'a pas pu aborder parce qu'en fait, on aurait pu en parler encore pendant au moins 1 heure, voire plus. Je vous invite à lire le livre de Jean-Marie Cardeba sur l'économie du vin aux éditions La Découverte. On a mis en lien justement la tribune The Conversation, etc. Et on mettra donc la présentation également en ligne sur le site du Printemps de l'économie. Et la vidéo sera en replay également sur YouTube, donc vous pourrez la partager, etc. On a d'autres événements à venir. Donc, l'INSEC est partenaire du printemps pour le mois d'octobre, donc du 13 au 16 octobre. Et en attendant, on fait encore quelques e-cafés. Donc, mardi prochain, sur le rôle des banques centrales, donc avec la Banque de France, qui est également partenaire du printemps de l'économie. Donc, on sait le rôle important des banques centrales en ce moment. Et jeudi prochain, sur les villes résilientes, comment les villes en fait peuvent faire face ou pas à des chocs extérieurs, comme par exemple la crise sanitaire, mais bien au-delà. Voilà. C'est un autre sujet, la résilience. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci à tous pour vos commentaires et puis à bientôt peut-être. Au revoir. Ouais.